L'activité que ta maman fait, s'il te plaît. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors je m'appelle Laïka et je suis donc la fille de Fifi. Et là aujourd'hui je me suis trouvée au stand juste ici avec mon grand-père où on va proposer des diverses choses faites main par des personnes atteintes d'handicap parce que c'est vrai que je ne sais pas si donc vous savez tous, mais l'association œuvre donc pour les personnes atteintes d'handicap, qu'on puisse aider les orphelins ou les femmes ou un peu de tout, voilà. Et donc on va avoir des sacs, des petites choses qui ont été faites main, qui sont venues directement du Congo. Et voilà. Merci Naïka. Deuxième stand, il s'agit donc de Christelle Molima. Tu veux bien venir s'il te plaît? Alors Christelle est une éminente juriste, tu peux t'approcher, tu n'as pas de lumière là. Et donc elle est en Suisse depuis une dizaine d'années, d'accord? Et c'est une spécialiste de la question donc, des droits de l'enfant dans le contexte des guerres à l'est du Congo. Et donc actuellement, c'est vraiment une référence qu'on a, parce qu'elle est avec le plus grand au monde au niveau de ces questions. Et on a le privilège de la voir donc, en Suisse. Et si des fois vous vous posez des questions, vous souhaitez en savoir plus, elle est disponible par le biais de ses contacts et autres. Et elle a écrit un livre, je te laisse le présenter et d'abord donner son titre précisément. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le titre du livre, c'est Enfants soldats et réinsertion socio-communautaire, question de responsabilité pénale en droit international et national congolais. Alors, ce titre veut juste dire qu'en fait, dans ce livre et de manière générale dans mon travail en tant qu'experte en droit de l'enfant, c'est de documenter le parcours des enfants une fois qu'ils quittent les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que vous savez plus ou moins, depuis 1996, il y a eu ce phénomène qu'on a appelé le phénomène Kadogo, de tous ces enfants de moins de 18 ans qui ont combattu dans la FDL, et puis c'est devenu une sorte de tradition, surtout au nord Kivu et au sud Kivu. Et moi, durant les 10 dernières années, j'ai discuté avec nombreux de ces enfants pour comprendre la dynamique, pour comprendre ce parcours atypique qui est le leur, et aussi d'essayer de voir qu'est-ce que le gouvernement congolais, qu'est-ce que la RDC fait pour ces enfants, qu'est-ce qui reste à faire. Et en fait, ce livre, c'est un peu une sorte de note d'espoir, mais aussi c'est de retranscrire leurs mots, M-A-U-X, et leurs aspirations, et ne pas être cet adulte qui pense, qui connaît tout et qui parle à la place des enfants. Donc disons que dans ce livre, vraiment ce que j'essaie de faire, c'est de garder la parole des enfants à travers tous les entretiens que j'ai eus avec cette catégorie de population. Voilà un peu. Et précise que ce livre est à la vente. Il est à la vente sur le stand. Oui, alors le livre est à la vente pour la modique somme de 40 francs. Je vous remercie à l'avance. Je suis là si vous avez des questions sur le phénomène, sur la réponse de l'État congolais, mais aussi sur les questions de justice qui se posent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci. La dernière, son homonyme, Christelle aussi, s'il te plaît. Alors Christelle, toi aussi, tu as l'activité aussi de l'association au pays, c'est ça? Alors, elle est ici. Alors je te laisse. Donc moi c'est Christelle Koulou. Christelle Koulou, juriste de formation. Et donc à travers mon association, c'est pour mettre en avant, merci, c'est pour mettre en avant l'artisanat congolais, d'une part, et d'autre part soutenir. Alors, donc l'association Cœur d'Afrique est un projet que j'ai eu pour mettre en place la promotion de l'artisanat africain de manière générale et congolais en particulier, d'une part. Et d'autre part, notre cause, c'est soutenir les personnes vulnérables. Donc c'est par ce canal que j'ai rencontré Fifi il y a 10 ans. Et comme je suis juriste et investigateur dans ma vie professionnelle, j'ai pris le temps de parcourir plusieurs associations congolaises
Et on a 5 que je soutiens parce que je vais du principe que l'union fait la force. Moi, je suis entre l'Europe et un peu Kinshasa. Et j'ai sélectionné des associations, dont Bumba, la number one, que je soutiens. Et ça me permet d'accomplir l'autre partie de Cœur d'Afrique. Et là, je suis là avec le stand, avec tous les produits qui viennent du Congo. Donc là, j'ai cette photo, on voit Madame Agnès. Là, on est à l'ANADEC, c'était il y a 1 an à Kinshasa. L'ANADEC, c'est l'Agence nationale de l'entrepreneuriat congolais à Kinshasa. Pourquoi? Parce que pour mettre en avant notre terroir. Donc là, on a le miel du Congo central, l'acacia. Hier, il y avait le miel de l'Équateur. On a le poivre du Kivu. Là, je travaille avec Sandrine, qui est une coopérative au Kivu. On a Sopagne, qui a mis en place un hub de couturier à Kinshasa, qui fait donc l'artisanat. Donc en fait, l'objectif, c'est cela. Et les fonds sont reversés pour le social à Kinshasa. Pendant 3 ans, on a pris en charge les frais de maternité au niveau du Congo, et depuis qu'il y a la gratuité de la maternité, cette année, avec l'association Bumba, on est parti à l'hôpital pédiatrique de Lingwala pour prendre en charge. C'est vraiment des factures, pour nous ça peut paraître dérisoire, $100, 150, mais à vraiment des familles qui restent avec les enfants et les mamans à l'hôpital, jusqu'à ce que le papa, j'ai vu des factures de parfois même $90, et le papa met 6 mois à payer $10, et donc les récoltes lorsqu'on fait les marchés, c'est pour aller payer et soutenir les familles vulnérables en RDC. Voilà. Je suis commerçant pour toi à ta place là. Donc pour soutenir tes activités, tu proposes des produits. Les produits, donc il y a le miel, je l'ai dit, hein, Oui, mais tu le faisais, mais il est en vente, il est... Oui, alors tout est disponible. Donc il y a les t-shirts customisés avec des pagnes, il y a des sacs, des trucs de toilette, le miel du Congo central, le poivre sauvage du Kivu, le poivre des gorilles et la cannelle du Congo. Comme il va faire froid, je vous encourage à venir chercher la cannelle pour voter. Merci beaucoup. Alors, donc, cette petite transition, on a beaucoup parlé de santé, on a parlé de société, d'intégration, de politique. Et là, on a 3 personnes qui sont des hommes et des femmes d'affaires, donc qui font du commerce, hein, qui font de l'argent, comme on dit. Et ce sont aussi, comme tout le monde qui s'est passé auparavant, mais ils sont plus durs à trouver, ceux-là. Nous, à MIA, on cherche des pépites. Et donc, j'ai eu des légendes personnelles, parce que bon, Chouchouna, je la connais personnellement, donc je la connaissais, mais j'ai entendu, on m'a parlé de lui, et on me disait, mais il y a un monsieur là, un Congolais, il a ouvert une boulangerie. Ah oui, d'accord. Et ce monsieur-là, c'est monsieur Narcisse, ici présent, qui va nous expliquer son aventure entrepreneuriale et qui dirige, qui est propriétaire, c'est ça, d'une boulangerie. Dans quelle ville? À Yverdon. Donc il va nous raconter ce parcours. Il me semblait important justement que vous puissiez voir en fait des profils qui sont en guillemets atypiques. D'accord? Donc c'est bien qu'on puisse voir que ça existe. Et puis il y a un monsieur, pareil. Là c'était comme on dit, comme les enquêtes là, croisées. On entend parler à droite, à gauche. Il y a un monsieur qui s'appelle Mougaï. Il a une grande entreprise, 40 employés, c'est ça? Donc ce monsieur, il paye 40 salaires suisses hein, tous les mois. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent, discret. Et il a eu la gentillesse, je l'ai appelé, il ne me connaissait pas. J'ai dit voilà, il y a la Congo, comme avec Narcisse, pareil. Et ce que j'ai adoré, c'est que vous savez comment c'est, quand on a un descendant, on propose des projets, des fois on dit qu'est-ce que c'est, et c'est sérieux, vraiment, mais et ça vaut la peine. Et je vous rends hommage, c'est qu'il n'y avait pas eu une hésitation. Pas une once, ils ont dit banco. Les deux, ils ont pris congé exprès, pas trop aussi pareil, exprès pour être présents parmi nous. Donc, rien que pour ça, on peut les applaudir. On va commencer par les dames. Donc, Chouchouna, tu vas te présenter. Moi, je vais juste dire, j'aime l'appeler, c'est une bagarreuse. Chouchouna, elle ne se laisse pas faire, elle aime pas les problèmes, elle aime les complications, elle aime les régler, ces complications. Elle aime les régler. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, avant même de poser son business principal, elle aime faire l'immobilier, acheter, revendre, et puis elle a cette petite baraque comme ça, elle a le flair, elle sait, les locations, elle déménage comme elle veut, elle a de la chance, elle négocie avec les régies. Donc elle a ce truc. Et on lui a dit, mais
Il y a une chose que tu sais faire, mais pourquoi en fait tu n'en ferais pas presque un service? Parce que Shona, que vous voyez ici, est docteur en droit aussi, plein de docteurs là, docteur en droit, et il s'est proposé d'offrir des services juridiques. Comme vous le savez, quand on va voir un avocat, il vous facture c'est 500, 600 balles de l'heure, etc. Mais il y a ce qu'on appelle des services intermédiaires. Et Shona, qui est ici présente, va se présenter et va nous expliquer son aventure. Shona, tu as la parole. Merci Serge pour cette très gentille introduction me concernant. Donc j'ai grandi à Neuchâtel, on va dire un canton pionnier dans le droit de vote accordé aux étrangers. Je devrais dire aussi avant ça que je suis née à Kinshasa, arrivée en Roumanie à 3 ans, c'est important dans mon parcours, parce qu'on était à l'époque soviétique, donc le bloc de l'Est, où les femmes avaient une place particulière dans la société, dans le sens où ce n'étaient pas des femmes au foyer. C'était des physiciennes, des astronautes, des éminentes scientifiques pour la plupart, et on avait aussi des athlètes roumaines, dont Nadia Comaneci, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc... le premier 10 sur 10. Voilà, 10 sur 10 en tombant d'une barre asymétrique à l'époque, donc on passait ça en boucle en Roumanie, dès la petite école, pour nous former à devenir de futurs gymnastes. Également, peu importe que vous soyez ressortissant roumain ou pas, mais aussi vous étiez sur sol roumain, on devait voir en fait si vous aviez des capacités athlétiques, gymnastiques, pour pouvoir accomplir de grands exploits pour la Roumanie. Donc j'ai grandi dans ce contexte jusqu'à l'âge de 7 ans. Ensuite, nous sommes arrivés en Suisse, où mon père a effectué un doctorat en finance. C'est aussi important de le dire, c'est pas pour me vanter ou vanter mes origines, mais vous imaginez bien un noir débarquant en Suisse depuis le Congo, presque depuis le Congo, parce qu'on est resté peu de temps en Roumanie, qui veut faire un doctorat en finance dans un petit canton comme Neuchâtel. On a fait un peu la quête. Mais malgré tout ça, papa s'est battu, il a obtenu son titre de docteur en finance, donc de l'université de Louvain et de Neuchâtel. Il a eu 5 filles, dont moi. Et voilà, finalement, on a grandi dans un canton où j'ai pu côtoyer un milieu international, étonnamment. Ce qui m'a conduit à vouloir faire des études d'abord en psychologie, parce que le monde m'intéressait, mais finalement je ne me suis pas du tout identifiée à cette psychologie que j'avais commencée à Lausanne. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup trop ethnocentré pour moi. Je ne me voyais pas représentée en fait dans cette présentation de la psychologie comme à l'époque. Et du coup je me suis dit, mon deuxième choix c'était le droit. Je suis revenue à Neuchâtel, j'ai effectué mon droit, ensuite je suis allée faire mon droit à Lausanne. Voilà pour mon petit parcours de ma vie privée. Et au niveau professionnel, donc on va dire, vu mon bagage, je me suis dit, je vais aller apprendre l'allemand juridique. Donc j'ai fait un petit stage à Basel-Landschaft, donc Bâle-Campagne, en allemand. C'était très dur, mais j'y suis arrivée. Ensuite, je suis passée à Genève. Et là, j'étais en études d'affaires. Donc, c'est là où j'ai, on va dire, mis mon nez dans les affaires. Justement, grâce à cet allemand juridique que j'écrivais, puisqu'à Genève, à l'époque, en tout cas, il y avait peu de gens qui écrivaient l'allemand juridique, qui pouvaient parler en allemand juridique. J'ai eu des affaires assez intéressantes. Et comme je parlais espagnol, Panama, tout ça. Et donc, ça m'a donné le goût du droit des affaires. Et j'ai voulu continuer dans ce sens, d'où ma spécialisation également en droit des affaires, jusqu'à travailler à l'EPFL, voilà, dont nous avons des représentants ici, et toujours en droit des affaires. Finalement, tout ce milieu ne me convenait pas autant que ça, parce que dans le milieu juridique, il était très peu diversifié, hein, il y avait peu d'afro-descendants, on va dire. Et voilà, à force de travailler au tribunal, comme juge assesseur, à l'EPFL, voilà, qu'avec des Suisses, toujours très bien, au registre du commerce, etc., etc., je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que finalement, ce que j'aime bien, c'est trouver des solutions aux problèmes. C'est pour ça que j'ai ce côté bagarreuse.
J'aime pas forcément la bagarre, mais j'aime pouvoir entrevoir la possibilité d'une solution. C'est ce qui m'intéresse. Et comment aider les afro-descendants, puisque c'est quand même la population qui m'intéresse au départ, hein, c'est de pouvoir leur offrir l'opportunité de rentrer un peu plus dans le monde du business. Au lieu d'aller me bagarrer, je me suis dit, dans les tribunaux avec des juges et d'entendre des remarques racistes, donc j'habite à Puy également, dans le canton de Vaud, et de s'embêter avec des histoires de policiers, même si j'ai défendu voilà, ces causes, je n'avais pas envie de continuer là-dedans, justement pour préserver ma santé mentale, et en prévention, parce que je savais que j'allais m'énerver, et j'ai créé, aussi grâce au soutien, on va dire, moral de Serge Samba que vous voyez ici, cette consultation juridique qui s'appelle NC Conseil, qui est basée à Puy et qui donne des conseils dans tous les domaines du droit, même si j'encourage fortement notre population à faire du business. Je pense que c'est quand même en ayant un meilleur niveau de vie qu'on va pouvoir un petit peu diminuer les problèmes de racisme, à mon avis, qu'on puisse avoir une meilleure image de nous, qui s'est beaucoup péjorée ces dernières années. C'est pour moi l'immobilier, les contrats, les sociétés, c'est un moyen, à mon avis, pour arriver à avoir sa place et en même temps pouvoir être un peu plus libre dans ce pays. Voilà. Donc, je suis là si vous avez besoin de conseils juridiques dans tous les domaines. Alors, tu as utilisé du jargon. Alors, pour le grand public, en fait, quand tu dis du conseil, mais concrètement, c'est que tu accompagnes les gens, tu règles des problèmes, ça peut être vraiment qu'une régie, comme l'assurance juridique, et qu'est-ce que tu peux faire en fait? Bon, le dernier problème qui m'a été soumis par une Congolaise, c'était un problème scolaire. Son fils avait eu un problème de sanction scolaire qui était totalement disproportionné. Donc finalement, nous avons fait recours et nous avons obtenu gain de cause. En effet, la sanction qui lui avait été infligée a été jugée disproportionnée par l'autorité qui a rendu la décision. C'est un des cas. Après, si vous avez des problèmes de divorce, je ne vous en souhaite pas, mais ça existe. Donc, je suis là. Si vous avez un problème de bail, si vous avez un problème de contrat de vente, vous achetez une voiture et il y avait un vice caché et malheureusement, vous n'avez pas pu vous en percevoir et vous voulez récupérer l'argent pour cette voiture et rendre cette voiture, je suis là également. Voilà, il y a toutes sortes de problèmes juridiques qui existent. Voilà. Mais ma spécialité, c'est le droit des contrats et le droit des sociétés. Merci, Chouchouna. Alors, donc, c'est une structure qui est récente, hein, d'accord? Donc, on monte en puissance. On va passer maintenant à Monsieur Narcisse, ici présent. Alors, comme je le disais, j'ai mon ami ici, Malik Matei, qui est là, et qui me parlait, donc, qui connaissait une personne qui avait une initiative pas commune, hein, parce que bon, souvent, on peut créer des restaurants ou des activités, je ne sais pas si c'est nettoyage, tous les business sont bons. Mais là, c'était particulier, parce que on avait un Congolais qui, propriétaire d'une boulangerie. Alors, je te donne le micro et explique-nous ton histoire, parce que je ne la connais pas, je peux intéresser tout le monde. Alors, bonsoir, Narcisse Michimé. J'ai grandi à Valais, je suis venu en 1985 en Suisse avec mes parents, donc j'ai fêté mes 7 ans en Suisse. J'ai fêté mes 7 ans en Suisse, en Valais, à Sion, juste un parcours scolaire normal. J'étais plutôt dans le sport, mais finalement papa m'a convaincu qu'il fallait avoir un diplôme, un papier, un CFC minimum. Donc du coup je me suis lancé en tant que boulanger pâtissier en formation. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais devenir dessinateur bâtiment à la base. Mais bon, on n'est pas maître de toutes circonstances. Donc j'ai fini pâtissier, boulanger pâtissier. Depuis 1994, j'ai commencé mon apprentissage, juste aujourd'hui. J'ai travaillé tout le temps. En 98, je suis venu dans le canton de Vaud. Je suis venu dans le canton de Vaud, et là, en 2000, je suis rentré à la
métier, mais toujours en pâtissier. Mais c'est industriel du coup, hein. C'était plus artisanal du tout. Donc j'ai fait que de l'artisanal de 94 en apprentissage, juste en 2000. Et après, donc, je suis passé dans le secteur industrie, où j'ai quitté au mois de février de cette année. Donc j'allais faire 25 ans de boîte. Okay. Je vais faire 25 ans de boîte. J'allais faire 25 ans de boîte le 13 novembre. Oui, le 13 novembre de cette année, j'allais faire 25 ans de boîte. Mais ça fait au moins presque une dizaine d'années que j'avais envie de quitter mon travail parce que j'avais tout fait, tout vu. J'avais envie d'autre chose en fait. J'avais envie d'autre chose, d'une autre expérience. J'avais envie de m'épanouir autrement aussi. Je voulais complètement changer de secteur, mais voilà, je ne trouvais pas. Dans quoi, puis je ne trouvais pas. Je ne trouvais vraiment rien de spécial. Et cette année, l'année passée en fait, en regardant Internet, on ne regarde pas que des bêtises, je cherchais du commerce, je cherchais quoi faire, reprendre un restaurant même, je voulais. Plein de choses différentes, j'ai regardé et je suis tombé sur une boulangerie à remettre, un fonds de commerce. J'ai pris contact, j'ai été sur place, j'ai vu le monsieur. J'ai fait 2 nuits ou 3 nuits de stage avec lui dans l'entreprise pour voir comment ça fonctionne et tout. Je me suis mis de quelques fois, 2, 3, 4 jours, même ma femme qui est là présente, qui m'a accompagné dans cette aventure, elle ne sait pas. Je me suis mis 3-4 fois devant le tea room pour voir les rentrées, pour voir la clientèle si elle était là. Si le gars me disait, ce qu'il me vendait, c'était pas de la M comme on dit, si c'était du sérieux, si c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement rentable pour moi. Donc après, je me suis dit, bon, j'ai senti que c'était quelque chose pour moi. Je voulais changer de secteur, de domaine, mais ça restait dans mon secteur, malheureusement, dans mon domaine, malheureusement. Mais c'était quand même tout un autre métier. C'est quand même tout un autre métier qui était là. Je devenais patron. Je devais gérer une équipe, gérer un commerce. C'est un nouvel apprentissage que je suis en train d'apprendre, de faire depuis le 1er mars de cette année. Donc voilà. Merci. Et ce qui est difficile quelque part pour moi, je vais le dire à ma femme aussi là, c'est que de le faire à 47 ans en fait. Oui, c'est jeune, mais c'est pas un métier tout comme tous les métiers. C'est comme si quelqu'un devait aller faire maçon à 40 ans. Ton corps, il ne suit pas pareil. Et c'est quand même un métier aussi qui demande. Et en plus, je continue quand même à travailler. Je fais ma pâtisserie, mais je fais tout le reste. La gestion du commerce, les courses, tout ce qui va avec, en fait. Donc on appelle ça la comptabilité aussi. Bon, j'ai pris un comptable parce que c'est quand même assez conséquent. Mais quand même, je dois quand même aussi regarder ça, gestion des heures et tout ça. Et donc on a aussi des fournisseurs. On a 5, 6, 7 fournisseurs différents. Il faut tout ça, gérer aussi tout ça. Donc par contre, c'est une très très belle expérience, je trouve. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée après ma femme, et mon fils, et mon fils, et mon fils. Et franchement, je souhaite à beaucoup, j'encourage les jeunes à se lancer parce que je ne me suis jamais senti aussi libre au niveau professionnel. Donc là où j'étais avant, j'étais enfermé, on commençait à 6h, 6h30, donc tu rentres à 6h20 et on ressortait à 16h. Quand tout allait bien, on finissait à 16h moins quart, 16h on sort de là. Et puis c'était un peu comme ici, sauf qu'on avait le soleil, mais les vitres sont fermées toute la journée parce que c'est alimentaire, c'est jamais ouvert. Il n'y avait que la lumière, mais tu rentres à 6h20 et tu sors à 16h. Donc même à la pause, tu pouvais aller au parking, mais il y avait le restaurant du personnel qui est dedans. Il y a tout qui est là-dedans, une pause de 40 minutes, tu vas aller où? Donc voilà, là maintenant je suis tout le temps dehors. Quand je ne suis pas au laboratoire, je suis au tea room. Si je ne suis pas au tea room, je suis sur la route, je suis dans le marché, je suis dans le magasin. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je me sens libre un peu en fait. Puis je fais ce que je veux. Puis maintenant, pour une fois, c'est moi qui suis le boss. Je ne suis pas sous les ordres de quelqu'un d'autre. Ce que j'ai oublié de dire, c'est là dans mon parcours, c'est que je fais 25 ans presque de coop. Et puis après une dizaine d'années, j'aurais pu être déjà chef d'équipe. Mais il a fallu 22 ans
pour que je devienne chef d'équipe. 22 ans. Donc les 2 dernières années que j'ai passées là, avant que j'arrête, j'étais chef d'équipe là-bas. Donc j'avais à gérer de 4 à une vingtaine de personnes, ça dépend quand on travaille les dimanches. Par exemple, les autres chefs ne sont pas là, je devais gérer tous les autres. Mais sinon, quand on a une petite équipe, ça peut arriver qu'on soit 4, 5, mais régulièrement 7, 8, 10 personnes. Mais j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise là-dedans. Parce que déjà, pour moi, j'avais pas eu la reconnaissance que j'aurais dû avoir et que j'attendais depuis des années. Ils me l'ont donné dans les derniers temps parce que pour une fois, j'ai poussé la porte. Avant, je ne voulais pas pousser la porte. Je voulais qu'ils poussent la porte. J'ai formé 3 ou 4 chefs qui sont arrivés. Ah, tu vas travailler avec Narcisse. Tu vas faire ceci avec Narcisse. Ah, il y a un nouveau là, tu lui formes, tu lui montres le métier. J'ai fait ça pendant 10-15 ans. Même plus, au fait. Du coup, j'attendais qu'eux, ils viennent me chercher, mais ces personnes-là, ils ne l'ont jamais fait. Et les gars que j'avais formés, passaient chef devant moi, en fait. Et les Occidentaux, bien entendu. Hein. Bien qu'il y ait quelques Africains aussi. Mais, pas d'Africains, mais c'était des Suisses ou des Français. Ils passaient chef devant moi. Et des petits jeunes, hein, plus jeunes que moi, largement aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment très injuste. Je l'ai dit dans des entretiens, mais c'est compliqué. Dans ce pays, c'est quand même compliqué. Mais devenir indépendant, c'est compliqué au départ, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que, effectivement, ça enlève aussi cette image qu'on a de nous, de voir qu'on n'est pas que des fainéants ou bien qu'on vaut rien. Parce que c'est le terme aussi qu'ils utilisent des fois entre eux. Et tu peux attendre que non, c'est des vauriens. C'est des vauriens. En fait, en réalité, il y a ce problème-là où on vaut tout autant qu'eux, même plus que eux, mais ils ne veulent pas l'admettre. Ils ne veulent pas l'admettre. Je vous assure que je suis rentré dans ce bureau en tant que chef d'équipe. Nous étions 4 chefs d'équipe, 2 chefs directs, un autre chef au-dessus d'eux, puis après il y avait les chefs du bureau, donc c'est une hiérarchie, il y a beaucoup. Hein. Donc on était 40 dans le laboratoire où je travaillais, on était plus que 40 collaborateurs. Donc je vous assure que je suis rentré dans ce bureau, à part quelques passages informatiques, des choses administratives que j'ai appris, je n'ai pas appris grand-chose. J'ai appris surtout beaucoup de la connerie. Je vous dis la vérité. Déjà en tant qu'ouvrier, je le voyais, mais à l'intérieur de là-dedans, je voyais aussi quand même ce côté où je trouvais qu'ils sont des fois terre à terre. Ils se font des fausses heures de nous critiquer, de nous dire que non, vous ne voulez pas quelque chose, mais non. On vaut tout autant qu'eux, mais c'est tout simplement qu'il faut se sortir le pouce, comme on dit. Et puis il faut se lancer en fait. Donc voilà, que mon aventure elle fonctionne pas. Moi en fait, ce que je voulais c'était de sortir de là-bas déjà en tout premier. Et puis ça me donne aussi, du courage pour autre chose en fait. Parce que là je suis au début, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Des fois je me dis déjà que si j'avais su comment coûter les matières premières et toutes les charges sociales de l'employé, je ne me serais peut-être pas lancé. Je vous dis franchement. Ouais, parce que l'employé, tu lui donnes 4500 francs, mais lui, il ne sait pas que tu payes encore 1000 francs de charge ou 600 francs de charge. Donc tu le payes bien plus que ce qu'il pense. Et tout ça, ça sort du chiffre d'affaires, en fait, de ton business. Et voilà, mais on se bat. On se bat et puis en espérant que ça va marcher. Donc voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc on a une personne, donc j'ai précisé, donc on a Chouchou là, qui réside à Lausanne. Non, puis aussi. Puis Grand Lausanne, on va dire. Grand Lausanne. Benjamin, Lausanne aussi. Et voilà. Donc on a que des Vaudois là. On essaie d'équilibrer un petit peu. Je sais que dans la salle, il y a des entrepreneurs aussi. Et vous m'en excuserez, j'ai dû faire entre guillemets des choix. Mais, comme vous avez vu ma manière de faire, c'est qu'ils se présentent ensuite, vous posez vos questions. Dans la limite, c'est possible, en termes de temps. Donc là, on passe à Alexis Maniema. Alors lui, c'est quelqu'un qui est bien connu à Genève, on le connaît bien, certains d'entre nous le connaissent. Et Alexis va nous raconter comment il s'est mis à son compte.
simplement une décision qu'il fallait prendre et il l'a prise. Donc raconte-nous Alexis, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Excuse-moi, en commençant, en racontant donc ton parcours, comment tu es arrivé à Genève. Ouais, d'accord, ok. Alors, je suis Alexis Manima. Je suis arrivé à Genève ici, il y a environ 28-29 ans. Au sortir de l'adolescence, j'ai débarqué ici. Je pense que c'est l'expérience de certains d'entre nous. Hein. On est un peu paumé, on ne sait pas par où commencer, hein. C'est jamais évident. Alors au départ, c'était un peu chaotique. Hein. Je commençais des formations que je finissais pas, des études que j'arrêtais en chemin. Et très vite, j'ai compris qu'il fallait gagner de l'argent parce qu'ici, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Donc voilà, au départ, je prenais des petits jobs à gauche à droite pour subvenir à mes besoins. Et ensuite, quelques années plus tard, j'ai compris que c'était pas ça l'avenir. J'ai donc commencé une formation en comptabilité. Donc j'ai eu quelques années en comptabilité. Et puis 2 années au chômage, en comptabilité, travail, chômage. Et au fil du temps, j'ai compris, enfin bref, pour revenir, j'ai un ADN un peu, quelque chose de familial. Dans ma famille, la plupart des gens n'ont pas exercé les métiers dans lesquels ils ont eu leur formation. Mon père était médecin, et à son âme, il n'est plus. Mais il a exercé très peu dans la médecine, donc il était plutôt un homme d'affaires qui a touché un peu à beaucoup de choses. Alors, certains de mes frères aussi sont dans le même cas, moi je t'en parlais ce soir. Et finalement, je n'y ai pas échappé, donc j'avais toujours eu cette envie d'entreprendre qui me rongeait depuis bien d'années. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que je me lance. Mais après, la difficulté, c'est toujours les capitaux. On est en Suisse, hein, c'est jamais évident d'y accéder. Et je me suis lancé dans des projets assez faramineux, j'ai trouvé jamais les capitaux. Et ensuite, je me suis dit, bon, il va falloir faire simple, mais efficace. Et ma première expérience dans l'entrepreneuriat était dans le marketing digital, ce qui n'était pas mon domaine du tout, mais je savais que j'avais la capacité de mettre en relation des clients et des professionnels du métier. Alors, je me suis pris juste à l'entrée du Covid, et le temps de Covid a ralenti l'activité. Ensuite, quand ça a repris, ça n'avait pas pris. Donc, j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était pas du tout ça. Mais ça ne m'a pas découragé. Je voulais quand même faire quelque chose par moi-même. Et avec la petite expérience que j'avais eue, j'ai compris une chose, qu'il ne fallait pas attendre les capitaux et que surtout, il fallait trouver une formule simple. Là, à côté, j'ai écouté brièvement mon voisin. Excuse-moi, je ne sais pas. Voilà. Moi, je le félicite. Hein, c'est pas évident hein, ce qu'il fait. Alors moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai retourné j'ai pas mal d'idées dans ma tête et jusqu'au moment où j'ai parlé avec un ami qui était chauffeur dans une entreprise de transport des personnes à mobilité réduite. Il m'a expliqué ce qu'il faisait et là, tout de suite je me suis dit que c'est ça, c'est ce que je vais faire. Et j'ai trouvé ça, enfin c'est un métier comme un autre, hein, simple, quand je dis simple j'exagère. Mais je trouvais ça moins compliqué que tout ce dont j'avais pensé avant. Donc j'ai essayé d'étudier un peu la chose, ça m'a pris quelques mois. Et pour mieux comprendre le métier, je me suis même fait engager dans une entreprise dans ce domaine-là, après avoir passé un permis de conduire professionnel. J'y suis resté pendant 4, 5, 6 mois, je ne sais plus. Et après avoir un peu mieux compris le travail, j'ai décidé de me lancer. Alors c'était alors que j'ai ouvert mon entreprise de transport des personnes à mobilité réduite, pas seulement des personnes âgées, car il faut savoir que la population, après recherche, j'ai compris que la population était très, très vieillissante ici en Suisse et beaucoup partout en Europe, même d'ailleurs, et que toutes ces personnes âgées-là ne se déplacent pas en transport public. Ils sont souvent en maison de retraite ou chez eux à la maison,
ou en clinique, dans ce genre d'organismes. Et ils sont beaucoup. Et ils ont tous besoin de faire des visites médicales, des médecins de toute spécialité. Alors, pour me lancer, il me fallait un véhicule, c'est tout ce qu'il me fallait. L'inscription au registre du commerce, ça ne coûte pas grand-chose. Il fallait un véhicule. Le véhicule plutôt, pas n'importe lequel, un véhicule avec une rampe pour faire passer le fauteuil roulant. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu. Et je n'avais pas les capitaux. Le véhicule neuf, il coûte entre 40 et 60 000 francs suisses. Et je n'ai pas voulu me décourager par rapport à ça. J'ai essayé de trouver les moyens d'avoir ces capitaux parce que je ne voulais pas du tout m'endetter, parce que je ne savais pas du tout où ça me menait non plus. Alors j'ai contacté quelques organismes de l'État, cherché une aide à gauche, à droite. Mais je peux vous dire que c'était assez décourageant parce que pas une seule porte que je poussais, quelqu'un m'a encouragé à y aller, pas une seule. C'était toujours des discours un peu négatifs. C'est pour ça que j'aimerais que chacun sache qu'il ne faut surtout pas écouter ce qu'on vous dit, il faut s'écouter soi-même. Donc voilà, et au final, je me suis dit, bon, alors je vais me trouver un vieux taco. J'ai commencé à chercher, je suis tombé sur un véhicule de plus de 200 000 km qui m'a coûté moins de 10 000 francs. Et c'est avec ça que je me suis lancé. Au départ, j'étais tout seul. J'ai commencé à faire de la sous-traitance. J'ai contacté certaines entreprises, des indépendants, plutôt comme des grandes boîtes, pour qu'ils me laissent un peu, qu'ils me donnent le travail qu'ils ne pouvaient pas faire. C'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, je me suis fait mon réseau, j'ai fait mon démarchage, j'ai fini par trouver ma voie, mes clients, et aujourd'hui, j'en vois 4 personnes, plus moi 5. Donc voilà, c'est ma petite expérience. Je suis plutôt fier de savoir que après un départ chaotique, aujourd'hui, j'ai quelques personnes qui comptent sur moi, qui comptent sur mes efforts pour qu'ils aient du travail. Et franchement, c'est gratifiant. J'ai des mauvais moments quand je suis, quand j'en parle. Enfin bref, voilà, c'est ma petite expérience. Aujourd'hui, je suis bien. Je me sens libre, comme il a dit. Mais libre en ce sens où je peux donner 14-15 heures de travail par jour, je ne les sens pas, parce que c'est pour moi. Donc le plaisir, il est là, en fait. Avant, quand on faisait travailler 9-10 heures, j'ai râlé. Mais maintenant, je peux en faire 2 fois plus, sans râler. Donc voilà, c'est un plaisir. Donc j'encourage toute personne qui a une idée derrière la tête de bien s'y prendre et d'y aller. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. Alors, on va finir ce panel avec le senior en affaires. Alors, multi-entrepreneur, comme je vous le disais, j'entends à droite, à gauche, à Genève, il y a un monsieur là, on me dit carrément, moi je bosse pour tel, ouais, je sous-traite pour ce monsieur. Donc j'ai dit 40, oui, employé qui paye lui-même, il sous-traite toute entreprise. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment, je veux dire, je suis curieux, j'espère comme vous aussi, de savoir en fait son parcours, qui il est. C'est un monsieur discret, qui, comme je vous le dis au début, il n'a pas hésité, il a réceptivité. Il m'a dit, écoute Serge, je me débrouille, mais à 5h, je serai là. Et il est là. Donc Benjamin, s'il te plaît, raconte-nous ton aventure. Bonsoir tout le monde. En tout cas, je m'excuse, il exagère. Vraiment, il exagère. J'ai un parcours qui est atypique. Vous allez peut-être le comprendre et puis les sentir dans tous les propos que je vais vous dire ce soir. Je ne suis pas comme certains de nos compatriotes qui sont nés ici ou bien grandis ici ou bien ils ont eu des papas. Donc j'ai un parcours qui est totalement en dehors de ce que vous avez pu entendre. Donc venir avec les papas, venir avec les mamans. Donc j'étais là 3 ans, tout ça.
ce n'est pas le cas. Je suis comme monsieur tout le monde. Donc, on peut me le dire sans se mâcher le mot, réfugié politique. En fait, j'ai fait mes études à Kananga. Je suis originaire du Kasaï. J'ai fait mes études techniques là-bas. Et je suis arrivé à Kinshasa. Je suis communément, comme on nous appelle, des Muguta. Ça veut dire que je viens vraiment de Kananga. Je suis arrivé à Kinshasa pour faire l'ISTA. J'ai fait 4 ans de l'ISTA. Et en 98, mon père a trouvé la solution de pouvoir faire en sorte que je puisse poursuivre mes études ici. Et je suis venu en Suisse pour pouvoir faire mes études à l'EPFL. À l'époque, c'était un peu chaotique parce que faire les études sans subsistance, comme vous pouvez le savoir, c'était un peu difficile. Et puis, de fil en aiguille, je me suis inscrit à l'école d'ingénieur du soir parce que mes diplômes d'ingénieur à Kinshasa n'ont pas été reconnus en Suisse. C'est un parcours de tout le monde. Et j'ai commencé parce que, vous le savez très bien, que notre niveau, au niveau technique, au niveau peut-être scientifique, à un bon niveau, mais sauf peut-être qu'on a quelques difficultés au niveau de l'informatique. Alors à cette époque-là, c'était la période où on introduisait au niveau des universités les cotations ETS, je crois, donc là c'est tout à fait. Voilà, ce qui m'avait permis de pouvoir, on pouvait s'inscrire à des examens parce qu'ils ne pouvaient pas me reconnaître les diplômes. Alors, je me suis permis de commencer à faire 2 ans en une année, 2 ans en une année, donc pour pouvoir bâcler la partie ingénierie. Et je m'étais inscrit à l'école d'ingénieur à Yverdon, je le faisais au soir. C'est pour juste vous dire que le parcours était un peu difficile parce que j'ai travaillé pendant la journée à 100%. Et j'allais aux études les soirs, et les études que je faisais en 2 ans pour une année, parce qu'on avait la possibilité de pouvoir faire, de se présenter aux études, aux examens, et puis passer seulement, avoir les crédits, comme on les appelle. Normalement, j'aurais dû faire en 4 ans, je les ai fait en 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. C'était en 2003. Même à cette époque-là, quand je faisais donc le travail sur terrain, j'étais tout de suite considéré comme étant chef de chantier au niveau de projet d'électricité. Alors, dès là, comme ça ne me suffisait pas par rapport aux études, je me suis encore inscrit, ça veut dire que j'ai fini mon diplôme d'ingénieur en 2003, comme étant ingénieur HES électricien. Et quand j'ai fini les études, j'ai commencé à travailler chez Swisscom comme étant chef de projet. Ça veut dire que malgré mon diplôme d'ingénieur, je n'ai pas été reconnu comme étant ingénieur à ces postes. Donc moi, ça ne m'embêtait pas du tout parce que quand j'étais à Kinshasa, je ne pouvais pas toucher les salaires que je touchais en tant que chef de projet parce que j'étais engagé par Swisscom Solutions à Berne. Et j'étais représentant de Swisscom sur la partie suisse romande. Et puis voilà. Comme je faisais ce travail-là, j'ai trouvé quand même que j'avais un peu du temps, alors que je n'en avais pas en réalité, parce que je venais d'avoir une fille depuis 2003. Et je me suis inscrit encore à l'IFAGE pour faire la maîtrise fédérale au niveau de l'électricité. Et comme ça ne me suffisait pas, je me suis inscrit parce que je voulais encore faire la passerelle entre l'HES et le PFL. Parce que donc, j'ai eu la chance d'épouser, donc d'avoir une épouse qui a fait des études aussi. Et moi, donc, dans ma tête, c'était absolument, il fallait faire l'université. L'université professionnelle, c'était le PFL, donc je ne pouvais pas louper cette chance-là puisque je me disais, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Je n'ai fait que HES, voilà. Donc, par la suite, en 2008, je n'ai pas un parcours comme tout le monde, comme je vous ai dit. À l'EPFL, ça veut dire que j'ai fait une passerelle entre l'HES et l'EPFL. Et je ne vous cache pas, c'était difficile parce qu'il y avait de l'analyse numérique, il y avait toutes ces matières qui sont très difficiles en tant que praticien, en tant qu'ingénieur au niveau pratique. Cette parenthèse-là, je l'ai vite fermée parce que j'ai fait la première année, deuxième année, et je suis passé
En deuxième année, avec toutes les matières, je me suis dit, non, à un moment donné, je suis déjà dans le monde du travail, donc j'étais engagé chez Swisscom, je laisse un peu les études. Alors, j'ai eu la chance d'être engagé en 2007-2008 chez Losinger Maradi, comme étant enfin ingénieur. Mais durant ce parcours, ce qui était chaotique, c'est le fait que, comme tout le monde le sait, en tant qu'ingénieur, pour avoir mon poste d'ingénieur, j'ai dû faire presque 2805 CV. Et personne ne pouvait me donner du travail. Ce qui est vrai aussi, c'est que ce ne sont que les Suisses, les gens, c'est blanc. Il y en a qui sont même de bonne volonté. Il y a des gens que je crois aujourd'hui qui sont mes mentors, qui ont réussi à m'ouvrir les portes. Et je suis rentré chez Losinger Maradi, qui est une entreprise spécialisée dans la construction. Et ça fait partie du groupe Bouygues. Et la chance que j'ai pu avoir en Suisse tout de suite, c'était de rentrer pour être chef de projet sur un projet phare qui est le Rolex Learning Center. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un projet où rien de tout ce qu'on construit n'a été construit comme ce qu'on a réalisé avec le Rolex Learning Center, parce qu'il y a beaucoup de choses théoriques qu'on apprend à l'EPFL par rapport aux précontraintes, par rapport au dimensionnement de pont. Et là, c'était vraiment atypique. Et j'étais chef de projet dans ce projet concernant toute la partie technique, électricité, chauffage, ventilation. Et j'avais un supérieur qui me suivait aussi, que je ne manquerai pas de citer, c'est Jean-Pierre Ramser. C'est lui qui m'a permis aussi de pouvoir connaître au moins ces milieux et puis embrasser vraiment la technique. Je suis resté chez Losinger Maradi plusieurs années, et puis vous devez savoir que ces grandes entreprises générales, il y a un turnover qui est assez important, presque l'entreprise avec un turnover de 24%, ça ne veut rien dire que tous les 4 ans, l'entreprise se renouvelle, mais vous ne pouvez pas entendre parler de ça. Moi, j'ai résisté, je suis resté chez Losinger jusqu'en 2016. Et là, je me suis dit, ben voilà, au final, je comprends maintenant. Parce que quand on est dans le métier en tant que conducteur de travaux, je suis passé ingénieur junior, ingénieur principal, cadre de l'entreprise, je suis passé chef de groupe. Et quand on est dans ce métier, il faut comprendre qu'on est des chefs d'orchestre et on est là pour pouvoir donner des ordres. Donc ça veut dire qu'à l'époque, je pouvais peut-être diriger plusieurs entreprises en même temps, uniquement dans le domaine technique. Je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur civil, mais je suis ingénieur technique. Bon, au final, je me suis dit, j'ai vite compris le métier, et voilà, il faut que je puisse faire autre chose. Alors j'ai démissionné. À cette époque-là, il y a eu, c'était l'arrivée de ce qu'on appelle du BIM, Building Information Modeling. Ça veut dire que c'est la modélisation numérique de bâtiments, ça veut dire que c'est la création de modèles, des jumeaux numériques. Donc ça veut dire que c'est vraiment ma spécialité. Pendant que je faisais cette création-là d'entreprise, je me suis aussi formé chez Autodesk pour devenir instructeur. Et j'avais, à l'époque, quand on commençait à parler du BIM en Suisse, on était parmi les pionniers du BIM, ce qui fait que j'ai eu la chance de former tous les chefs, des techniciens et des ingénieurs au niveau du BIM, au CHUV, dans les grandes entreprises. Parce que ça veut dire que j'avais déjà créé mon premier bureau d'ingénieur depuis 2016. Alors, à partir de là, les parcours étaient un peu difficiles, ça rejoint les autres. Quand on est entrepreneur, tout le monde. Quand on est entrepreneur, si on n'a pas la chance d'avoir un soutien à côté, ce n'est pas facile, des fois, on ne dort pas. Ça, c'est clair. Et en 2019, avant Covid, je me suis dit que ça ne suffisait pas d'avoir le bureau d'ingénieur. J'ai créé une entreprise générale technique qui s'appelle Solutech. C'est solutions techniques. Et dans un premier temps, je suis parti avec le département d'électricité. Et après, j'ai fait l'électricité et l'ingénierie dans Solutech. Et maintenant, actuellement, je suis en train d'ouvrir la même entreprise, mais sur les cantons de Genève. Ça sera une SA, ça sera la grande entreprise, et sur les cantons de Genève, parce que j'ai eu un peu la chance d'avoir quelques marchés sur Genève. Et puis voilà, donc c'est juste un petit parcours comme ça. Mais c'est clair que il y a pas mal de gens quand même qui ne me connaissent pas, ça c'est sûr.
sur les cantons de Vaud, même que ce soit Genève. Je ne m'identifie pas forcément comme étant congolais des fois. Il y en a qui croient que je suis tchadien, ou bien non, je suis congolais, des pères et des mères, comme on dit. Je suis de Kananga, et puis j'ai fait tout mon parcours ici. Ce qu'il faut peut-être retenir par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que je ne vais pas rentrer dans les chiffres des collaborateurs, les chiffres d'affaires par rapport à ce que mon ami aime bien mettre en avant, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir se réveiller le matin et puis savoir que on ne voit pas nos enfants grandir. Des fois, c'est dur. Et puis, au-delà de ça, quand vous avez une femme, quand vous avez une famille qui vous soutient, et c'est ça le plus important, franchement. Et parce que dans ces parcours, vous comprendrez avec moi que des fois, il y a des moments très, très, très difficiles où vous vous sentez tout seul. Être entrepreneur, ce n'est pas facile. Quand vous arrivez les 15, les 20 du mois, avec toutes les familles, avec les propres collaborateurs que j'ai, et il n'y a rien dans la caisse, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Jusqu'aujourd'hui, effectivement, j'ai plusieurs collaborateurs, mais je ne me suis jamais senti quand même un peu assez responsable de ces collaborateurs. Ce qui m'a toujours été un peu difficile, c'est surtout quand on fait de fêtes de fin d'année, des grillades avec des collaborateurs, quand tu te rends compte que tu prends une photo et il y a toutes ces têtes sur la photo, c'est là où on mesure un peu la charge de travail, la charge de ce qu'on doit pouvoir arriver à assurer, assumer, et c'est un peu difficile. Enfin, je suis ingénieur, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise générale dans laquelle il y a plusieurs entités. J'ai Solitech Électricité, Solitech Énergie, et j'ai Solitech Ingénierie qui va sortir aussi. Voilà, c'est un petit parcours un peu comme ça. Encore une fois, je reste dans la technique. Et puis, si on veut réussir dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas avoir la grosse tête, c'est surtout ça. Parce que vous comprendrez avec moi que ce n'est pas là où comme en Suisse, on connaît, ce n'est pas forcément parce que vous avez peut-être une parcelle de responsabilité et vous allez pouvoir commencer à dénigrer ou bien voir les autres comme de moins que rien. Comme j'ai toujours dit à mes collaborateurs, ceux qui sont vraiment les vrais entrepreneurs, ce sont ceux qui sont sur le chantier. Ça veut dire qu'un aide électricien, un aide chauffagiste, c'est celui qui crée l'argent de l'entreprise. Donc, quand je dis ça, c'est surtout par rapport à notre communauté. Vous voyez, c'est Mathieu Vu, ces côtés où les gens ils se prennent un peu la tête. Et surtout qu'on n'a rien avec cette prise de tête, on n'a rien, on ne représente pas grand-chose. C'est un message un peu facile à les dire. J'aime bien les dire parce que c'est ma première fois de participer à des rencontres comme ça. J'évite parce que mieux vaut vivre un peu caché des fois. Mais notre communauté, j'ai voulu participer à cette rencontre surtout parce qu'il y a certaines de nos familles où il n'y a pas vraiment de modèle. Il y a certaines de nos familles où on croit toujours que les métiers de nos parents qui sont ceux-là qui sont arrivés ici en Suisse, leur vrai métier c'est le chômage, leur vrai métier c'est le social, mais il n'y a pas que ça comme métier. Vraiment c'est le vrai message qu'il faut qu'on arrive à passer et c'est le but principal pour lesquels je voulais participer. C'est de vous dire tout simplement qu'on peut partir de rien. Et l'image que j'ai toujours prise envers mes collaborateurs, c'est de dire, voilà, moi j'ai déjà un parcours, j'étais dans un trou, vous savez quand je dis dans un trou, les pires qui puissent m'arriver, c'est de pouvoir encore tomber dans le trou et puis creuser encore dans le trou. Et moi aujourd'hui, je sais comment prendre l'échelle et puis sortir du trou. Et les durées déjà faites, mais il faut qu'on arrive au moins avec nos enfants. Je ne sais pas si vous avez fait aussi ces mêmes constats que moi. Les enfants je m'excuse un peu de passer à ce sujet parce que j'ai un peu la parole. Nos enfants qui sont nés ici, les constats que moi j'ai pu faire, c'est que nos enfants qui sont nés ici, s'ils n'ont pas vraiment un cadre solide, ils n'ont pas le même niaque pour aller décrocher la vie comme ceux qui viennent d'arriver. Donc, et ça, c'est surtout par rapport à
l'entourage, ou bien la manière que nous, en tant que parents, on arrive à les faire avancer. Aujourd'hui, dans mon entreprise, j'ai à peu près 5 apprentis. Et parmi ces 5, j'en ai 2 qui sont de la communauté afro-descendante. On rencontre beaucoup de problèmes avec ça. Mais surtout, c'est que par rapport à nous, il faut savoir que c'est un peu difficile de venir de là où on sait, avec toutes les difficultés, des papiers, des difficultés, des passeports, des difficultés, des billets d'avion. Mais encore une fois, vraiment, il faut absolument qu'on encourage les nôtres, comme quoi tout est possible. De venir en mission, c'est pour ça que vous avez la diamine. Merci beaucoup. Alors, vous montrez le petit parcours de Benjamin. Merci beaucoup pour le petit parcours. Donc là, on va aller droit dans les questions. Moi, je vais en poser une à Benjamin parce qu'il y a une personne qui s'appelle Denel Botton, pour ceux qui le connaissent. Et ce monsieur, il a un frère, en fait, donc c'est les 2 Béninois. Et très rapidement, ils ont entrepris aussi. Et un de ses frères, il a une grande agence de sécurité. Et le monsieur qui nous ouvre la porte en haut, c'est un de ses employés. Et ce monsieur, qui est dans la finance, gestion de fortune, etc., il a évolué, ses enfants ils ont grandi, et puis il s'est rendu dans une situation que ses enfants sont métis. Mais il s'est rendu compte que ses enfants sont métis, oui, mais il y a des blocages aussi. Et quand il y a les fameux stages à trouver, ils n'en trouvaient pas. C'était compliqué. Et quand il a cherché autour de lui, vu que lui-même déjà, il était dans d'autres sphères, et c'est des sphères où on dit, mais pas nécessairement ton enfant descendant, là, il s'est retrouvé coincé. Et c'est là qu'il s'est mis à médiabilité, il a commencé à penser politique, il s'est dit, mais c'est quand même fou qu'on ne peut pas, on dit, mais trouver d'autres entrepreneurs qui peuvent proposer des stages. D'accord? Donc c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit. Et que l'important, justement, j'imagine, nous tous qui avons des enfants, j'en ai pas, on a des enfants. Et le fait qu'on a des enfants et qu'on puisse s'imaginer que demain, la communauté congolaise, plus largement, on peut se dire un coin de la tête qu'on peut envoyer un CV, toujours avec sérieux, sans désordre évidemment, mais que ce soit possible. Parce que moi je suis d'une génération, imaginez-vous, en 1990, on allait à l'université, j'ai vu notre ami Alexis, et quand on voyait des stages UBS, etc., inconsciemment, bien que j'ai grandi en Suisse, j'avais cette impression inconsciente que ce n'était pas pour nous. Ça ne fait pas à nous en fait. Même un peu quand on passait devant les stands là, ils ne regardaient même pas. Donc c'est pour ça que ce panel-là, on vous souhaite, je pense, tous beaucoup de succès, de continuer, de prospérer encore, pour que vous soyez de modèles, et aussi peut-être même d'employeurs, même de proposer des stages même, et ça nous rendra tous service. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on va commencer par les dames. Est-ce que vous avez une question? Tout de suite. Parti. Vous présentez d'abord et votre ville, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, moi c'est Sylvie Lahati, j'habite à Genève. J'aimerais rebondir sur l'observation dans le fait que nos enfants ont du mal à trouver des stages. Et par rapport à ça, moi je suis heureuse de voir qu'il y a quand même des entrepreneurs, surtout congolais, les Noirs, de surcroît. Et ma préoccupation c'est de savoir, lorsqu'il y a des salons des métiers, quelle est votre part là-dedans? Est-ce que vous participez ou pas? Parce que nous avons l'impression que quand on circule dans ces salons des métiers, nous ne vous voyons pas. Et nos enfants ont du mal à s'identifier et à trouver. Quelle est votre part dans la participation au salon des métiers? Merci. Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, personnellement, par rapport à mon entreprise, je n'ai pas eu encore la chance de pouvoir participer dans ces forums parce que c'est sur invitation pour la plupart. Il faut comprendre juste une chose, c'est qu'en tant que Congolais,
les plus importants qu'on a à faire, c'est de pouvoir montrer à nos enfants ce que les autres font, ce que les gens de la communauté arrivent à faire. Parce que ce n'est pas forcément quand on est dans des forums où ils arrivent à... Encore une fois, j'insiste sur le fait que nos enfants doivent avoir des modèles. Malheureusement, dans nos communautés, des rassemblements comme ça, on se retrouve seulement quand il y a la fête de Kofi, quand il y a la fête de Reddy, des choses comme ça. Mais si on peut avoir la possibilité de réunir nos enfants à des colloques comme ça, où nos enfants, ils arrivent à apprendre quand même qu'il y a un métier comme ça, parce que moi, je ne peux pas aujourd'hui bloquer nos enfants pour dire il ne faut pas pouvoir postuler parce qu'il y a un stage à tel endroit, il ne faut pas postuler. Il faut oser aller de l'avant. Mais ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans la communauté, c'est se sensibiliser. Je m'excuse, je vais être un peu taquin, mais quand nos enfants, ils ont seulement les modèles des tontons qui se réveillent le matin, qui vont boire le soir, il n'y a pas que les forums. Il n'y a pas que les forums, donc les métiers. Il y a aussi le fait que dans notre communauté, on doit d'abord commencer par avoir la manière d'éduquer, la manière d'essayer de faire avancer les... Mais malheureusement, pour revenir à la question, je n'ai pas encore eu la chance d'avoir été invité. Je suis dans un modèle d'affaires de développement. C'est un développement qui est continu. Je n'ai pas encore pu assister à ces forums. Aujourd'hui, j'ai 5 apprentis. Certainement, quand ils vont voir que je vais passer à 10 apprentis dans l'année, donc je pourrais arriver à avoir la possibilité de pouvoir participer. Mais aujourd'hui, je suis encore à 5 apprentis dans toutes mes entreprises, mais je n'ai pas encore le faire. Mais encore une fois, le message que moi j'aime bien passer, soyons des modèles pour nos enfants, parce que si nos enfants ils ont des modèles qui n'ont pas autre chose à proposer à la société, c'est ce qui est un peu difficile pour nous. Juste pour rebondir sur ce que Benjamin a dit, bon, moi de toute façon je suis une toute nouvelle entité, donc c'est comme si je n'étais pas connue. Donc je ne vais pas être invitée à ce genre d'atelier ou forum qui propose des emplois. D'autre part, je pense que en premier lieu, il revient à notre propre communauté de s'organiser. Il faut que nous-mêmes, nous mettions en place ce genre d'atelier ou de forum où on peut proposer des places de stage, des places d'apprentissage pour nos enfants. Et ensuite, de toute façon, la communauté helvétique va venir à nous pour nous solliciter. Je pense qu'il ne faut pas forcément attendre de pouvoir entrer dans l'existant, mais nous-mêmes créer. Et c'était aussi ça, en fait, le moteur, moi, de mettre en place ma propre consultation juridique, parce que j'ai participé à énormément d'assises cantonales sur l'immigration, de réunions avec le chef de la sécurité lausannoise pour tous les problèmes, du bureau cantonal pour les immigrés à Lausanne. Et ce que je remarque la plupart du temps, si je peux être un peu cash, c'est que finalement, vous avez des tas d'idées, nous les immigrés on a des tas d'idées, et en fait on les reprend pour les donner à la commune de Carouge, à telle commune à droite ou à gauche, et finalement on se retrouve désœuvré. On nous a pris notre idée, comme on n'a pas forcément tout seul les moyens de mettre en place le projet, et bien ça se fait pas. Donc à nous de nous mettre ensemble pour créer ce genre de forum. Merci. Bonsoir. Tu veux répondre? Ok. La première chose, c'est toutes mes félicitations à chacune, à madame, à vous aussi. L'initiative, la démarche personnelle que vous avez entreprise pour entreprendre est louable, et comme Benjamin le dit, vous donnez un modèle qui est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais je suis content que vous ayez parlé de cela, parce que dans les quelques panels plus tôt et aussi hier, nous avons abordé ce problème de l'image du Congolais, de la Congolaise au sein de la communauté, et de son impact justement dans le développement de la communauté. En parlant de ces forums, et ça, parce que c'était aussi la question que je voulais poser,
Moi, je travaille dans un organisme qui se dit international, avec poste ouvert, et dont l'un des principes de base est justement la diversité qui devrait se retrouver au sein de la communauté. C'est un peu les 1000 talents qui devraient se retrouver dans cette communauté. Alors, les Congolais